On a fait un petit point, on voulait faire un petit point pour revenir sur la proposition de loi dite de relance des investissements dans l'hydroélectricité, même si on pense qu'elle est assez mal nommée. Donc cette proposition de loi a été votée, elle est en procédure accélérée, donc elle a été votée à l'Assemblée début février. Elle vient d'être votée par le Sénat la semaine dernière. Et donc maintenant, elle doit passer en commission mixte paritaire pour être mise en application très rapidement. Donc, alors, je ne sais pas quelles sont vos connaissances à tous sur l'hydroélectricité. Donc, vous voyez l'écran là? Vous voyez mon écran? Ouais, mais il faut passer en plein Je vais écran. me mettre je me mets Oui. en voilà. Donc, ce qu'il y a, c'est que quand je passe, je ne vous vois plus, mais bon, c'est pas grave. Alors, juste un petit récapitulatif. Donc, les concessions aujourd'hui sont possédées à 70% par EDF, 25% par la CNR et 3% par la CHEM. Et puis ensuite, il y a des petites concessions qui sont réparties entre des opérateurs privés multiples. Avec un coût moyen qui est faible, hein, qui a été évalué à 50 € du mégawattheure pour EDF et la CHEM et à 26 € du mégawattheure pour la CNR, quand le coût moyen de production d'électricité en France est plutôt estimé autour de 80 € du mégawattheure. La CNR, donc c'est 50% Engie, enfin 49,97% Engie et le reste des collectivités. Et la CHEM est une filiale à 100% d'Engie. Donc la proposition de loi, pour l'instant, elle exclut la CNR, dont la concession a été prolongée jusqu'à 2041, mais sachant qu'il est dit que c'était possible qu'elle puisse s'associer par la suite. Et puis des profils un peu différents. Donc EDF a à la fois des moyens pilotables et non. La CNR a plutôt du fil de l'eau et de l'éclusée, même si elle a aussi des barrages, enfin, notamment le barrage de Génissia, et la CHEM plutôt des lacs et steppes. Donc, la situation avant la mise en place de la PPL, évidemment, n'est pas satisfaisante. Il y a eu un rapport là, qui vient de sortir pour le CSEC. Bon, on sait une insécurité juridique qui empêche les investissements. Il y a 2 précontentieux de la Commission européenne, l'un pour non remise en concurrence des concessions à l'arrivée à échéance et l'autre pour position dominante d'EDF. Il y a déjà une forme de fragmentation du parc de production, puisque, donc, on a vu, hein, il y a 25-28% qui n'est déjà plus à EDF, et ça pose déjà des problèmes de coordination. Le gros problème qui est complètement passé sous silence, c'est que l'hydroélectricité est, je pense, l'électricité la plus dérégulée qui soit, c'est-à-dire qu'elle est vendue sur les marchés, à prix de marché, donc elle apparaît dans nos factures à prix de marché, et donc elle a contribué à hauteur de 13, 14, enfin entre 11 et 14% selon les années du volume consommé à faire flamber les prix. Et puis, par ailleurs, pour les producteurs, alors c'est à la fois source de rente, puisque quand les prix sont très élevés, ça rapporte beaucoup. Je vais vous montrer sur les résultats. Et en même temps, source de fragilité, puisque les revenus sont très dépendants des cours, des prix de la bourse. Et ça a été soulevé par le rapport de la Cour des comptes sur le modèle économique d'EDF. Donc l'autre problème, c'est qu'on a une dette technique, c'est-à-dire qu'il y a des investissements, un gros retard sur les investissements, alors que pourtant les revenus sont importants. Alors cette dette technique est en particulier liée à cette situation d'insécurité juridique, mais nous on pense que c'est pas seulement lié à ça. On a assez peu de visibilité sur le potentiel de développement de l'hydroélectricité, et notamment des steppes, puisque EDF est une entreprise de droit privé et que disons qu'elle ne fait pas toute la lumière sur ses comptes et sur ce qu'elle voit du parc hydroélectrique comme du reste du parc. Et donc elle nous dit qu'il y a un potentiel de développement de 5 gigawatts. On doit croire. Certains disent qu'il y a un potentiel nettement supérieur de développement. En tout cas, en termes techniques, c'est clair qu'il y a beaucoup plus de développement potentiel de l'hydroélectricité, notamment des steppes. Après, il y a d'autres critères qui s'appliquent, et notamment qui sont légitimes, hein, notamment des critères écologiques, d'impact environnemental, d'impact pour les populations, d'acceptabilité, mais aussi des critères économiques. Et là, sur lequel il y aurait vraiment à rediscuter, puisque aujourd'hui, les exigences en termes de rentabilité d'EDF sont très élevées.
Donc, on n'a pas vraiment de visibilité ni sur le développement du potentiel, enfin, ni sur le potentiel, ni sur les critères de sélection des projets. On a aujourd'hui un développement à l'international qui est en partie, nous disent les dirigeants d'EDF Hydro, pour compenser le manque de projets en France, et puis une petite hydro qui est filialisée. Bon, ça, je pourrais laisser peut-être les collègues du CIH en parler plus si vous voulez. Donc là, je vous montre un extrait de ce qui a été d'une étude faite pour le CSEC, où on voit l'évolution des revenus, alors des recettes, donc le chiffre d'affaires d'EDF, hein, c'est en milliards d'euros annuels, donc de 2000 à 3500, en millions, oui, si, non, excusez-moi, c'est 3,5 millions d'euros, donc en millions d'euros. On voit en rouge l'EBITDA. Alors l'EBITDA, en fait, ça correspond au résultat, enfin, ça correspond au chiffre d'affaires moins les coûts, mais donc ça représente le bénéfice, mais sans déduction de tout ce qui concerne l'investissement, donc sans déduction de l'amortissement, des intérêts d'emprunt, de la dépréciation, et sans prise en compte de l'impôt. Mais on voit comment il évolue énormément de 2015 à 2022. Ensuite, il y a le cash, donc ça, c'est les flux de trésorerie qui augmentent également beaucoup. Et c'est à comparer aux investissements, donc les CAPEX, qui, eux, restent très faibles. Donc, on voit que l'hydroélectricité a énormément à rapporter à l'entreprise et que manifestement, ça n'a pas été réinvesti dans le parc. Alors, c'est vrai à EDF, c'est vrai ailleurs, hein. La CNR, elle a eu une rentabilité moyenne des capitaux engagés de 24% par an, ce qui, d'après la Cour des, enfin, ce qui est énorme, et bon, ça a été dénoncé par la Cour des comptes. Ça, c'était entre 2003 et 2020. Et depuis, on voit comment les résultats, comment les dividendes de la CNR se sont envolés. Bon, les résultats se sont envolés pareil, hein, et le taux de distribution des résultats sous forme de dividendes est très important, hein. Il était de l'ordre des 2 tiers, 65%, donc des résultats qui étaient reversés aux actionnaires, et il est monté encore à 91 puis 83% ces dernières années. L'HM aussi a connu une envolée spectaculaire de ses résultats, et alors là, les résultats sont reversés à quasi 100% aux actionnaires. Alors maintenant, je vais passer rapidement sur la proposition de loi elle-même, donc, qui concerne donc l'ensemble des ouvrages en concession, donc inférieurs à 4,5 MW, y compris les ouvrages qui sont en délai glissant, donc sauf, comme je vous disais, la CNR et puis les concessions internationales. Mais donc, il est inscrit dans la loi qu'une loi ultérieure pourra rendre applicable ce projet de loi à la CNR. Donc, le principe général, c'est de basculer d'un régime d'autorisation d'un régime de concession, le régime actuel, dans lequel l'État est propriétaire des barrages, mais il y a des concessions aux exploitants, donc EDF, CNR et CHEM, vers un régime d'autorisation. Ce régime d'autorisation, il comporte généralement, dans un régime d'autorisation, la propriété des barrages est transférée à l'exploitant. Là, c'est pas complètement la propriété des barrages qui est transférée, mais enfin, c'est un transfert d'un droit réel. Excusez-moi, je me suis trompée, c'est pas droit d'usage, c'est droit réel, assorti à un droit d'occupation domaniale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un droit réel? Le premier des droits réels, c'est le droit de propriété, mais là, dans le cas des barrages, c'est un droit de propriété limité dans le temps à 70 ans, ce qui est quand même très très long. Donc, c'est quasiment les mêmes droits qu'un droit de propriété, mais limité à 70 ans. Marie-Noëlle Battistel parle aussi de bail amphithéotique. Donc, c'est à peu près la même chose sur 70 ans. Là, on peut dire 70 ans, c'est pas définitif, mais enfin, à ces horizons-là, c'est quand même très très long, on va dire. Ces droits sont cessibles éventuellement à d'autres exploitants avec l'accord de l'État. Il y a une notion qui a été intégrée de raison impérieuse d'intérêt général, c'est-à-dire que les exploitants sont quand même obligés de respecter notamment les contraintes de sécurité, de sécurité d'approvisionnement, de sûreté, de gestion de la ressource en eau. Voilà. Et puis, donc, les exploitants doivent acquérir une autorisation environnementale d'exploitation qui, elle, est sur 20 ans, dans lequel il y a des contraintes, des prescriptions, par exemple le soutien d'étiage, l'accès aux voies navigables, enfin, en fait, pour les autres usages, hein, la prévention des inondations. Alors,
Pour nous, l'énorme problème de cette proposition de loi, et c'est écrit dans la loi, c'est que c'est clairement un affaiblissement du contrôle public. En fait, c'est ce qui distingue principalement le régime d'autorisation du régime de concession. Donc, je vous cite ce qui est écrit dans la loi. Le titulaire peut réaliser de nouveaux ouvrages et installations. En revanche, la Convention ne peut en aucun cas imposer au titulaire du droit réel de réaliser des travaux, des services ou la gestion d'une mission de service public répondant aux besoins de l'État, etc. Dès lors que l'attribution de ce droit réel ne tend pas à répondre à un besoin ou un intérêt économique de l'État lui-même. Cela distingue bien ce nouveau régime de l'ancien modèle concessif. Donc en clair, l'État ne peut plus imposer aux concessionnaires des investissements et pour nous, ça c'est vraiment très problématique. Donc il ne peut plus garantir que ce qu'il a prévu dans sa PPE, par exemple, sera appliqué. Et ça a été redit très clairement par Marie-Noëlle Battistel quand elle a échangé avec les salariés. On espère qu'ils le feront, c'est tout ce qu'on peut faire. On espère qu'ils ne feront pas uniquement pour pour les investissements les plus rentables, et ça, nous, on ne comprend pas très bien pourquoi ils investiraient si ce n'est pas suffisamment rentable. Mais en tout cas, c'est écrit dans les textes, quoi. Non seulement c'est écrit dans les textes, mais elle dit si on n'a pas cet affaiblissement de contrôle public, alors c'est requalifié en régime de concession. Bon, ensuite, il y a des éléments qui expliquent, qui disent que les concessionnaires qui ont des concessions non échues vont être indemnisés et ça sera calculé par des experts indépendants. Et inversement, pour acquérir le droit réel sur 70 ans, il y aura une contrepartie financière des concessionnaires. Donc, nous, on peut se poser la question, vu l'endettement d'EDF, comment ça va se faire. Mais voilà, ça sera sur une méthode qui essaye d'estimer les revenus qu'il y aura de ces installations. Enfin, en tout cas, pour l'instant, on n'a pas de chiffres du tout, hein. Alors, l'autre élément qui a été beaucoup débattu, c'est les mécanismes compensatoires, puisque, en fait, les contentieux de la Commission européenne, ils étaient guidés par le fait qu'il n'y avait pas de mise en concurrence des concessions, alors qu'on était dans un système concurrentiel malgré tout, et que EDF était en position dominante. Et on voit bien que basculer en régime d'autorisation, ça ne résout aucun des deux problèmes. Donc, ce qui a été négocié, c'est la mise en place la mise à disposition par EDF uniquement, d'ailleurs rien pour l'HM, hein, d'une partie de son productible sous forme de produits financiers, produits dérivés financiers très complexes dont on n'a toujours pas vu la description. C'est-à-dire que les élus, enfin que ce soit les députés ou les sénateurs, ont voté sans avoir connaissance de cette description. Ça représente 40%. Enfin, en fait, l'objectif, c'est que ce qui n'est pas à EDF, c'est-à-dire à la fois les concessions, enfin la production des barrages qui n'appartiennent pas à EDF et cette hydroélectricité mise à disposition des concurrents sous forme de barrages virtuels représente au total 40% des capacités hydroélectriques, parce qu'il y a une jurisprudence européenne qui dit que s'il y a 40% qui échappent à un acteur, alors il n'y a plus vraiment de position dominante. Donc, ces 40% conduisent au calcul de 6 gigawatts. Donc, EDF devra mettre à disposition 6 gigawatts sous forme de ces produits financiers qui doivent refléter pour un quart un profil fil de l'eau, donc des produits de base, quoi. Ce qui est assez étonnant, c'est que ça existe déjà, de tels produits. Et puis, les trois quarts, donc 4,5 gigawatts, qui devront représenter la flexibilité des lacs et des steppes. Alors en fait, enfin, il y a eu on pourrait y revenir dans les questions. Il y a eu une description il y a un an maintenant de la DGEC qui avait fait une consultation publique sur ces produits financiers. Et le principe, c'est que les acquéreurs, les acheteurs peuvent acheter un volume à une date donnée et déterminer au dernier moment comment il la ventile dans le temps. Donc heure par heure ou jour par jour selon les produits. Donc ça sera une mise aux enchères sous la houlette de la Creux. Il y aura un prix de réserve, c'est-à-dire un prix minimum, et puis ensuite il y aura une mise aux enchères de ces options, de ces produits financiers. Et au bout de 10 ans, alors au bout de 5 ans, je crois qu'il y aura un premier retour, mais au bout de 10 ans, ça pourra être révisé à la baisse, ce volume, avec l'accord de la Commission européenne. Pourquoi à la baisse? Quand on a posé la question à Marie-Noëlle Battistel, elle nous dit parce qu'on espère que les autres investisseurs autres qu'EDF vont investir un peu plus qu'EDF, et donc la part de marché d'EDF va baisser.
Alors, ce que dit pas la loi, mais en fait, je crois que c'est déjà comme ça aujourd'hui, mais en tout cas, ça a été clairement dit dans les rapports, c'est que les investissements dans les nouveaux sites, pour des nouvelles installations, se feront par appel d'offres. Donc, il pourra y avoir d'autres d'autres concessionnaires, enfin d'autres exploitants, pardon. Et puis rien, absolument rien n'est dit sur le modèle économique des investissements, c'est-à-dire qu'a priori, on continue à vendre à prix de marché l'hydroélectricité, alors que tout le monde dit, tous les économistes, mais aussi les présidents d'EDF, que c'est pas possible d'investir sur le long terme avec un prix de marché aussi variable. Et le statut des IEG est maintenu. Donc, juste notre rapide analyse. Nous, on considère que l'insécurité juridique persiste. Alors, c'est pas nous qui le disons seulement, hein. C'est aussi des experts juridiques qu'on a, enfin, en particulier une qu'on a consulté, qui est très reconnue dans le secteur. Mais ils disent tous, bon, voilà, c'est très. Bah, d'abord, c'est quand même des entorses à la loi, et notamment les mesures compensatoires. On ne sait pas du tout ce que ça. On n'arrive pas à avoir de description, c'est très compliqué. C'est possible que les autres attaquent. En fait, la juriste elle nous a même dit, je serais quand même très étonnée qu'il n'y ait pas des contentieux assez rapidement. Même Marie-Noëlle Battistel reconnaît que si personne n'enchérit sur ces mécanismes compensatoires, ben, il y aura des. On sera obligé de faire quelque chose. L'énorme problème pour nous, c'est la perte de maîtrise publique, et qui est donc reconnue. Donc, c'est un risque pour les investissements, hein. Aujourd'hui, ce que dit EDF, c'est ce qu'elle a répété depuis longtemps, c'est qu'il y a certains investissements qui sont très rentables, mais d'autres qui ne le sont pas du tout. Donc, jusqu'à présent, il y avait une sorte de moyenne des choses. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, les barrages existants sont très rentables, vous l'avez vu, hein, parce que c'est amorti, mais par contre, les nouveaux investissements, c'est des investissements lourds et de long terme, et certains ne sont pas rentables, et donc on ne voit pas, nous. Enfin, nous, on considère qu'il y a un gros risque que quelques investissements seulement soient faits, la Montésie, qui apparemment va être lancée, mais qu'au-delà de ça, rien ne soit fait, avec un risque pour la transition énergétique et puis pour l'emploi aussi. Il y a un vrai risque d'arrivée d'investisseurs privés. Encore une fois, je vous l'ai dit, hein, c'est assumé et même souhaité par Marie-Noëlle Battistel. EDF avait parlé de co-investisseurs privés. Il y a des modèles qui commencent à se monter avec des PPA, enfin des formes de PPA, c'est-à-dire des contrats d'achat à long terme par des partenaires privés. Et ce que nous a dit Marie-Noëlle Battistel, c'est juste on compte quand même sur la volonté d'EDF pour garder la majorité des participations dans les investissements. Et juste, pardon, pour revenir en arrière, sur le risque d'investissement, le risque qu'il n'y ait pas d'investissement, Marie-Noëlle Battistel dit, bah, c'est sûr, c'est un risque, hein, ça, de toute façon, nous, on ne peut rien y faire, mais bon, on compte sur les exploitants et puis on compte sur les salariés pour faire en sorte de mettre la pression sur les exploitants, sur EDF en particulier, pour qu'ils investissent, sachant que quand on regarde ce qui s'est passé par le passé, ben, il y a eu des sous-investissements malgré la pression qu'on a pu mettre. Voilà, sur les mécanismes compensatoires, bon, nous, on pense que c'est pas forcément le problème essentiel. C'est bien moins grave que la perte de maîtrise publique, mais c'est des mécanismes ultra compliqués comme on en a fait par le passé, à chaque fois avec avec un peu des échecs. C'est invraisemblable que ça soit toujours pas décrit au bout alors que le rapport de la mission parlementaire est sorti il y a un an, que le projet de loi a été voté. Donc évidemment, comme ça n'a pas été écrit, vous imaginez bien que ça n'a pas non plus du tout été évalué. Quels sont les risques pour EDF? On n'en sait rien, donc ces risques de contentieux aussi. Et puis l'autre problème majeur pour nous, c'est qu'on n'a aucun modèle toujours économique pour investir. Donc on ne sait pas comment on va pouvoir investir sans garantie de revenus. Voilà. Pour finir, on rappelle, nous, notre position, c'était, bon, on était obligé de faire quelque chose, le statu quo n'était pas tenable, c'est clair. Bon, pour le dire clairement aussi, nous, la vraie solution pour nous, c'est une sortie complète de la concurrence du système électrique. Mais dans la situation actuelle, il y avait une proposition qui était compatible avec le droit européen, qui était la plus solide d'un point de vue juridique, qui consistait à mettre en place un monopole public de l'hydroélectricité, donc un EPIC par exemple, en contrat de quasi-régie avec l'État, en maintenant le statut des IEG, en l'adossant à un tarif réglementé comme c'est fait pour le réseau. Ça veut dire que ça aurait garanti les revenus et ça aurait garanti que tous les revenus aussi aillent bien au secteur hydraulique,
avec la mise en place d'un agrégateur pour conserver l'optimisation conjointe avec le parc nucléaire et même l'améliorer. Et puis, un maintien de la R&D et de l'ingénierie transverse, même si c'est sûr que c'est plus difficile que dans une même entreprise, mais enfin, on sait faire à travers de contrats, de projets, de labos communs. On le fait avec Enedis, par exemple. Et ça permettait donc une sécurité juridique, une propriété et un contrôle public, un accès à l'hydroélectricité pour tous les usagers à un prix bas, puisque, donc, comme vous l'avez dit, comme vous l'avez vu, le coût de l'hydroélectricité est particulièrement bas, à un prix stable et équitable pour tous, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Des revenus réinvestis intégralement au bénéfice du secteur, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Il y a des rentes privées, il y a des pertes, je pense, dans les activités internationales d'EDF, ou peut-être sur le nucléaire français, mais je pensais plutôt sur l'international. Ce tarif réglementé et le fait que ce soit une entreprise publique aurait fait chuter complètement le coût du capital. Or, le coût du capital, c'est un paramètre prépondérant du coût total de production de l'hydroélectricité. Je vous montrerai des chiffres de l'AIE. Et puis, on aurait pu avoir une transparence sur le potentiel de développement et les investissements auraient été grandement facilités. Voilà, juste pour finir, je vais peut-être vous montrer ça. Attendez. Je vais vous montrer juste ce que dit ce que disait l'AIE dans un rapport de 2015. En fait, tout le monde dit ça. Enfin, je veux dire, c'est documenté par RTE, par plein de monde. Selon qu'on investit à 3% ou à 10%, le coût total d'investissement, il est entre 2 et presque 4 fois supérieur à l'arrivée. Là, j'ai fait un zoom sur l'exemple de l'Allemagne, toujours le rapport de l'AIE, sur le LCOE, c'est-à-dire le coût moyen au mégawattheure vendu. Entre un investissement à 3% et un investissement à 10%, on a triplé le coût. Et 3%, c'est tout à fait accessible quand on a une entreprise publique avec des revenus garantis. 10%, c'est à peu près ce que demande EDF, en tout cas ce que demandent les acteurs privés. Et puis quand on voit les rentabilités qu'il y a eu sur la CNR ou partout, c'est pas du tout délirant. Donc voilà de quoi on parle. Voilà, mais je m'arrête là et puis j'ouvre la discussion. Et puis si vous voulez, je reviendrai sur des détails. Je vais arrêter le partage d'écran. Voilà, on a une bonne demi-heure de questions. Il veut se lancer. Peut-être si Christelle, tu veux compléter avant les questions. T'as pas ton micro, hein. On t'entend pas, Christelle, hein. Ouais, pardon, Ah, je suis en voilà. train de jongler avec, avec les différents écrans, là, pardon. Compléter, non, on peut peut-être continuer à échanger, mais moi, ce qui me paraît important peut-être à rajouter, c'est de dire que je partage tout à fait ce que tu dis sur Baptistel qui s'appuie, enfin, c'est quand même hallucinant que Baptistel s'appuie sur des dires que les opérateurs, enfin, qu'elle a confiance dans les exploitants et les syndicats pour mettre la pression pour garantir les investissements. Donc, si cette loi elle est basée sur cette confiance qu'elle a, je pense que ça nous met en légitimité sur les doutes qu'on a sur les investissements. Côté CIH, c'est vrai que nous, on a un petit peu du mal à voir les investissements. Il y a des co-investissements, enfin, il faut savoir qu'il y a des co-investissements, voire même des projets qui sont en train de se monter sans investissement d'EDF, juste avec des investissements externes, et du coup avec des contreparties. Ces contreparties, elles se rajoutent aux contreparties de cette loi-là, quoi. C'est des contreparties que EDF contractualise. Bon, et aujourd'hui, franchement, c'est flou, c'est pas encore encadré, c'est pas finalisé. Donc on est en train de faire une loi ou de lancer des projets d'investissement, mais avec un flou artistique sur l'environnement. Ce qu'il faut tous, c'est s'interroger quand on travaille sur ces projets-là. S'interroger, nous faire remonter les étonnements sur comment se montent ces projets-là avec des co-investissements ou des investissements totaux et les contreparties environnementales, quoi. Moi, j'ai vraiment des doutes sur
quelle pression il y aura sur des contreparties environnementales ou sur des pressions de... Voilà, les contreparties, c'est qu'on va donner des mégawatts ou des mètres cubes d'eau, suivant si l'investisseur, c'est quelqu'un qui veut des volumes d'eau ou de l'électricité. Euh, Aujourd'hui, je ne sais pas du tout comment ça se traduit. En tout cas, ce que j'ai compris, c'est que on n'avait pas cette vision-là. Elle est en train d'être construite, quoi. Voilà. Et là-dessus, bah, les débats des sénateurs le 13 avril, là, c'était quand même aussi surprenant que eux, ils le mettent bien, hein, ils trouvent que de passer en procédure accélérée, ça fait normalement, c'est des procédures qui se mettent en cas d'urgence. Alors là, ça fait déjà 15 ans qu'on en discute, donc où est l'urgence de passer en procédure accélérée sur une loi qui est aussi complexe? Et eux, ce qu'ils ont rapporté, c'était Grémillet et puis la présidente de la commission des affaires économiques, là, Dominique Estrosi-Sassone, qui disait qu'il y avait un manque de transparence et ils ont eu énormément de mal à avoir les documents qui étaient transmis. Et les documents sont arrivés juste avant cette date du 13 avril, donc ils n'ont pas eu une très bonne marge de manœuvre pour pouvoir critiquer tous ces documents-là, quoi. Donc voilà, il n'y a pas d'étude d'impact. Ça aussi, c'est ce qu'ils dénoncent. Il n'y a pas d'étude d'impact économique, il n'y a pas d'étude d'impact environnemental. Et du coup, ils sont contents, comme nos syndicats représentatifs, ils sont contents qu'on arrive enfin à une forme juridique, mais faudrait accepter une forme juridique sans en connaître les contours et les conséquences, quoi. Voilà. Donc moi, je trouve que quand même, on est légitime à s'inquiéter, puisque visiblement, c'est le cas aussi de nos élus qui trouvent qu'il y a un manque de transparence. En tout cas, c'est partagé, quoi. Voilà, je sais pas si après sur tout ce que tu as dit là sur l'international, enfin moi je suis aussi je partage aussi ce que tu as dit, quoi. Ok. Merci. Il y a une petite question dans le chat sur l'indemnisation. J'ai une question sur l'indemnisation. Quel est l'ordre de grandeur du montant qu'EDF devra payer à l'État pour passer les aménagements dans le régime d'autorisation? Alors, moi, j'ai vraiment vu passer aucune évaluation. Je ne sais pas si vous en avez eu. Normalement, il dit c'est sur les règles comptables habituelles. Donc, normalement, on estime quels vont être les bénéfices sur 70 ans. Donc, je ne vois pas comment c'est possible de faire ça, sachant que les bénéfices, avec une vente à prix de marché, on n'a pas la moindre idée, même sur 2 ans, de combien vont être les revenus, en plus dans l'hydraulique où c'est très fluctuant. J'imagine qu'ils vont s'arranger, quoi. Et en fait, ce qui est vraiment étonnant, c'est quand on a posé la question de pourquoi la quasi-régie à Marie-Noël Battistel. Alors, en général, ce qui est dit, c'est ça va démanteler EDF et donc on va aller vers Hercule. Bon, nous, on pense qu'on peut absolument contourner ça via un agrégateur et puis via des contrats. Et surtout, on pense que le risque est infiniment moindre que de continuer à avoir cette hydroélectricité comme ça à prix de marché et à transférer leur propriété. Mais l'autre point qu'elle a mis la dernière fois, c'est si on fait la quasi-régie, c'est l'État qui va devoir racheter les concessions non échues et après, il n'aura plus les moyens d'investir. Donc en fait, et c'est un argument qui revient souvent, c'est-à-dire que le problème financier, ça ne serait pas du côté des entreprises, mais ça serait du côté de l'État qui n'a pas d'argent. Or, enfin, c'est indiscutable que globalement, c'est beaucoup, beaucoup moins cher. La collectivité paiera beaucoup moins si c'est un système public adossé à un tarif réglementé que si c'est des acteurs privés. Et dans tous les cas, il va falloir qu'on paye l'électricité collectivement. Donc, dans tous les cas, on s'endette vis-à-vis de quelqu'un. Et c'est beaucoup, beaucoup moins coûteux et beaucoup plus sûr de s'endetter auprès de l'État. Donc, c'est vraiment
cette critique de l'État n'a pas d'argent, ça paraît complètement invraisemblable. Et dans le même temps, effectivement, le fait que EDF soit endetté et que normalement, ils doivent acheter le droit d'exploiter pendant 70 ans, ce qui normalement devrait représenter une grosse somme, ça n'a pas l'air de poser problème, quoi. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des évaluations là-dessus, ont des billes. Si c'est le cas, ben, on est preneur. Si certains sont dans le côté financier, mais enfin, en tout cas, non, moi, dans toutes les auditions que j'ai écoutées, dans tous les Oui. échanges qu'on Oh. a eus, jamais eu. Oui, Ouais. excusez-moi, oui, Anne. Ouais. Non, par rapport à ça, par rapport aux indemnisations, j'ai juste entendu dire qu'il y avait quand même quelqu'un à EDF qui avait été nommé sur la partie indemnisation. Donc, ce serait monsieur indemnisation. Je ne sais pas qui et je ne sais pas du tout sa mission, son périmètre. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est quand même une somme énorme qu'il faudra débourser. Bah, ouais, Et normalement, cette oui. somme, c'est bien EDF qui va la financer. On est d'accord? Voilà. Normalement, oui. Donc, c'est quand même important pour l'entreprise savoir comment on va la financer, sur combien de temps, quel taux, etc., etc. Est-ce qu'on va emprunter sur les marchés? Est-ce que c'est l'État qui va nous faire enfin voilà, je sais pas. Enfin, donc il y a plein de questions par rapport à ça. Et vu les montants engagés, je pense qu'il y a quand même à y passer un petit peu de temps, quoi. Je pense que de la part de l'État et de la part de l'entreprise. Non, mais c'est sûr que c'est aussi, effectivement, c'est comment dire, une des zones d'ombre de cette loi, comme il y en a pas mal, quoi. Mhm. Et si vous arrivez à avoir des billes là-dessus, moi, je suis preneuse en tout cas. Peut-être Benjamin, là, tu nous as envoyé quelque chose sur le potentiel de développement des steppes en France. Est-ce que tu veux commenter? Oui, pourquoi pas, c'est les sources publiques de ces estimations, alors qui sont très variables, hein, puisqu'on parle de 4 à 40 gigawatts, voire plus, mais ça, ce sont des chiffres opposables car accessibles publiquement. Bien évidemment, l'EDF fait des inventaires, les concurrents font des inventaires, des publications de postes sont passées justement pour recruter des collègues qui travaillent sur des outils de système d'information géographique avec des algorithmes qui font des premiers filtres pour estimer ces potentiels. C'est avec ces outils, par exemple, que le Joint Research Center sous commandite de l'Europe avait fait la publication de 2013, sur laquelle le CIH s'est en partie appuyé pour compléter son inventaire. Donc ça, ce sont des chiffres publics. Mais effectivement, ouais, c'est des chiffres qui ont une très grande disparité. Et puis après, dans ton inventaire, tu as des critères très objectifs et d'autres qui le sont beaucoup moins. C'est-à-dire que tu as évoqué l'acceptabilité d'un point de vue environnemental, sociétal, et puis les questions économiques, puisqu'évidemment tous les sites ne se valent pas, la proximité au réseau HTB, les ratios de longueur d'adduction sur des nivellations pour minimiser les pertes de charge notamment, les questions géologiques. Enfin, d'un point de vue technico-économique, on peut envisager quantité de critères, mais ce qui est délicat, c'est effectivement que tous les critères politiques, c'est-à-dire environnemental, sociétal et puis économique, euh, sont quelque part adressés par des maîtres d'œuvre comme le CIH, mais ne sont jamais discutés, pour l'instant en tous les cas, de manière transparente et aussi démocratique que possible. Et en cela, ça tranche avec ce qui se passe dans une certaine mesure, hein, c'est loin d'être parfait, mais concernant le nucléaire, avec le choix d'implantation des EPR2, puisque il y a des discussions qui justement font entrer tout un tas de critères et qui, alors loin d'être transparent, mais le process est un peu plus carré que ce que l'on peut vivre au CIH ou ailleurs pour établir ces inventaires. Mais comme tu l'as dit, puisque c'est soumis à concurrence, ces développements, il est délicat oui, de, de discuter trop ouvertement de ces questions-là. Et pour rebondir, mais ça n'a rien à voir, sur ce que tu disais tout à l'heure, sur... ah non, c'était Grégory,
La nomination, effectivement, c'est un collègue aux fonctions centrales, je pourrais te retrouver le nom, qui ne travaille pas que sur la valorisation des actifs, mais effectivement sur, entre autres, ce sujet. Mais là-dessus, la direction juridique, avec notamment Michael Varescon, les éléments de langage qui sont répétés à loisir, c'est ne vous inquiétez pas trop, puisque le jeu comptable fera qu'entre les aménagements exploités donc en délai glissant et ceux pour lesquels au contraire la date d'échéance est lointaine, il y aura des plus et des moins, et à ce titre, la somme ne sera pas aussi conséquente qu'on pourrait le craindre. Mais bon, tout cela est loin d'être chiffré, et je ne sais effectivement pas quand ces chiffres seront ou non disponibles publiquement, parce qu'encore une fois, même si ce sont des transactions financières qui auront lieu avec l'État, c'est entre l'État et une société anonyme, et je ne sais pas dans quelle mesure tout ça pourra être discuté aussi librement qu'on le souhaiterait. En fait, je vois pas comment ça pourrait plus ou moins se compenser et ne pas être si conséquent que ça. Enfin, nous, l'État va racheter des concessions non échues, mais enfin, qui vont pas, je veux dire, qui vont pas sur 70 ans, hein, qui vont sur des délais qui sont plus si élevés que ça. Il y a plein de concessions qui sont échues. Et face à ça, EDF va devoir racheter l'équivalent en fait d'un droit de concession, et même plus en fait, parce que c'est même un droit supérieur, sur 70 ans. Enfin, forcément, ça devrait normalement coûter très cher. Ou alors ils vont s'arranger en s'exposant à nouveau à des contentieux de la part des autres. Je vois pas comment ça Et pourrait être autrement, quoi. justement, et là-dessus aussi, le sujet est sulfureux, c'est-à-dire que on peut tout à fait imaginer, sans parler de troc, hein, mais oui, des transferts. Alors on entend plusieurs aménagements dont il pourrait être question, mais là-dessus, Marie-Noëlle Battistel était revenue en expliquant que c'était absolument pas le souhait des parlementaires, mais je te rejoins, je vois pas comment ça pourrait se terminer autrement. Donc certains aménagements pourraient effectivement passer de l'EDF à d'autres exploitants pour éteindre ou en tous les cas, ouais, étouffer dans l'œuf des contentieux qui, sur le temps long, vont revenir. Alors, ce qu'a dit Marie-Noëlle Battistel, c'est que il prévoyait des échanges de concessions entre la CHEM et EDF, mais normalement à périmètre équivalent. Mais c'est ce qu'elle Oui, dit là, je ne suis pas très sûre. voilà, moi j'ai également entendu d'autres choses, D'accord. parce que le contentieux principal, il sera avec Engie, et donc c'est avec eux que les trocs auront lieu. Mais la question, c'est à quel point les différentes parties prenantes et les salariés EDF en premier lieu s'opposeront à la chose, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, on est bien peu de choses, hein. Oui, on peut mettre la pression, mais comme on nous l'a rappelé assez récemment sur un autre sujet, l'entreprise n'est pas une démocratie. Donc si la direction décide, les salariés ont beau ne pas le voir de la même manière, nous ne sommes pas en capacité de décision. Est-ce qu'il y en a qui veulent poser des questions, prendre la parole avant qu'on embraye ici Est-ce que vous avez des échos? Est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent problématiques, par exemple, dans la quasi-régie, sur lesquelles vous voudriez qu'on revienne? Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui vous inquiètent particulièrement? Je vous laisse réfléchir. Juste quelques éléments supplémentaires. Donc, pardon. J'avais une petite question Oui. par rapport à la chaîne, là, Ouais. j'en en parlais, parce que du coup, ils sont dans le même cas que nous. Et eux, ils ont combien de gigawatts ou de mégawatts à proposer sur le marché? Comment ils vont faire les investissements? Enfin, est-ce qu'on s'est un peu renseigné, savoir un peu comment ils faisaient eux, comment ils abordaient les conséquences de cette loi pour eux? Est-ce que c'est, ouais, est-ce qu'ils ont une équipe dédiée? Comment ça se passe chez eux, quoi, en gros?
Ben, non, en fait, moi, j'ai pas beaucoup d'échos. J'en ai plus de la CNR, on va dire. La CHEM, apparemment, leurs équipes syndicales ont été un peu remaniées. On n'a pas trop d'échos. Ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas de... Eux, ils n'ont pas de mécanisme compensatoire. Ce qui est assez Ah, étonnant d'accord. aussi. C'est-à-dire que eux, Ah, ouais. ils ont le droit de garder pour 70 ans les concessions, enfin, donc l'exploitation des barrages sans aucune remise en concurrence. Sur des choses comme on l'avait vu, comme on l'a vu, hein, sur des barrages qui ont été ultra lucratifs et ils ont distribué tous les revenus aux actionnaires, ce qui est quand même un vrai scandale, quoi. Mhm. Et eux, ils n'ont rien à faire. En plus, ils ont une grande partie de leurs barrages qui sont en délai glissant. Donc, je veux dire, ils profitent d'un système. Et donc, pour eux, normalement, ça devrait même coûter encore plus cher, puisque en délai glissant, du coup, l'État va rien leur racheter sur toute la partie en délai glissant. Je crois que c'est 65% qui est déjà en délai glissant. Et donc, ça devrait leur coûter cher. Mais en fait, l'impression que ça donne, c'est que il y a des petits arrangements entre amis. C'est-à-dire que, ils vont faire en sorte de donner un peu à Engie, de donner un peu à EDF pour que personne ne s'attaque, peut-être donner un peu à Total Energy. Enfin, en tout cas, c'est vraiment la crainte qu'on a. Et ben, sur le dos, je dirais, aux dépens des usagers, quoi. Parce qu'il y a eu des négociations comme ça, oui, en off. Par exemple, sur la CNR, enfin, Engie, typiquement, on peut craindre que la CNR décide de passer en régime d'autorisation à l'avance et récupère ça. Éventuellement, au passage, essaye de monter un peu plus au capital pour prendre la majorité, alors qu'aujourd'hui, ils sont juste un tout petit peu en dessous de la majorité. Sur les barrages, hein, vous avez vu, les barrages sur le Rhône, c'est vraiment les plus, enfin, c'est les plus vaches à lait, quoi, hein, ils produisent à peu près 2 fois moins cher que la moyenne du parc hydroélectrique, et alors carrément plus de 3 fois moins cher que le coût moyen de production, quoi, d'électricité en France. Donc, sur l'histoire de l'investissement dans les steppes, là même la CFDT qui avait invité Marianne Battistel et qui est vraiment enfin qui est en soutien du projet, a relevé elle aussi qu'il y avait un verrou économique. Ce qu'on dit depuis le début, quoi. Depuis le début, on dit, mais enfin, on peut pas ne pas répondre à cette question de comment on fait pour investir, alors que tout le monde dit que c'est impossible d'investir en vendant à prix de marché. Donc on a reposé la question à Marianne Battistel qui a dit qu'elle allait y réfléchir. C'est quand même bien au bout de je sais pas combien de mois et d'années de discussion. Donc la CFDT relevait aussi ça, dit que les steppes, par exemple, c'est dit partout maintenant qu'on ne peut pas investir juste en se rémunérant sur les écarts entre les prix des heures pleines, enfin des heures pleines, des heures chères et les prix des heures pas chères. Et donc il faudrait des contrats d'encadrement des prix type CFD, contrats pour différence, sauf qu'aujourd'hui c'est interdit ça dans la loi, en tout cas sur les ouvrages existants. Donc, est-ce qu'ils vont arriver à mettre des CFD sur les nouveaux ouvrages et comment? Enfin, on n'en sait rien. Ça va être des discussions sans fin. Et surtout, ça va continuer à engendrer des rentes énormes. Et à la fin, on aura payé 2 fois ce qu'on aurait dû payer aux dépens de l'investissement dans ce parc. Pourquoi Donc, des rentes énormes, Anne? pourquoi des rentes énormes sur l'hydro? Non, spécifiquement sur les steppes, parce que justement, les Ah, CFD seront calculés, le principe étant qu'une step fictive est en cours d'établissement par DGEC, et finalement, l'exploitation de ta nouvelle step va être comparée à la step fictive. Si tu dégages plus de recettes, tu n'auras pas de complément de rémunération, et si tu en dégages moins, justement parce que l'écart de prix n'est pas assez important, et bien là, l'argent public te complétera avec ses compléments de rémunération. C'est ce que j'ai compris, et donc à ce titre-là, il n'y aura pas de rente excessive, en théorie. alors, en fait, c'est sûr que si. Non, moi, enfin, pardon, je faisais référence au fait que le parc aujourd'hui actuel a généré des rentes absolument colossales. Et quand on vend au prix de marché, c'est à ça qu'on s'expose, quoi. Ok. Si on met un encadrement des prix via des CFD, c'est nettement moins pire, je dirais. C'est nettement moins pire. Après, l'expérience nous montre que, comme il y a toujours un risque, en fait, notamment une petite part de risque volume pour inciter à bien placer les steps, et aussi un risque d'hydroélectricité et un risque réglementaire. Enfin, il y a tout un tas de risques qui font que je pense que quand les CFD, s'il y a des CFD, vont être négociés, ça sera avec des exigences de taux de rémunération du capital importants. On verra, hein, mais je pense que ça sera important.
Et on peut regarder ce qui s'est passé sur les énergies renouvelables, le solaire et l'éolien, qui sont beaucoup moins risqués a priori, hein. Il y a eu un rapport de la Cour des comptes récent qui dit que les rentabilités ont été très fortes. C'est-à-dire dans les 3 quarts des cas, le taux de rentabilité a été supérieur à 10%. Dans un quart des cas, il a été supérieur à 18%. Et comme à chaque fois, en fait, il faut négocier des contrats sur le long terme, sur des choses extrêmement compliquées. Quand l'État se trompe, il n'arrive pas à revenir en arrière. C'est ce qui se passe pour le solaire et l'éolien. Ils n'arrivent pas à renégocier les contrats qui avaient été négociés de manière bien trop favorable. Par contre, quand c'est l'inverse, l'État met au pot parce qu'on ne peut pas se permettre de laisser une entreprise prendre l'eau, quoi. Mm. Donc, je dirais, voilà, il y aura une rentabilité qui sera beaucoup plus encadrée si on arrive à faire des CFD et si c'est accepté, ce qui n'est pas forcément garanti, Mm. que si c'est une vente à prix de marché. Mais ça sera quand même une rentabilité beaucoup plus forte qu'avec un système. Nous, ce qu'on proposait comme tarif public, c'était vraiment, c'était exactement comme il y a sur le réseau. Enfin, Mm. approche, c'est-à-dire qu'on regarde, on fait une estimation de l'ensemble des coûts et on répartit sur la production de l'année, éventuellement avec un profil. Et s'il y a des écarts par rapport à ce qui était prévu, on réajuste en fin d'année. Et donc là, on est sûr d'avoir un prix qui correspond au coût, donc avec un risque minime. Et là, on diminue vraiment beaucoup le coût du capital, quoi. Mm. Alors que dans les CFD tels qu'on le voit, je te dis, il va rester des risques, il va y avoir des exigences qui vont rester fortes. Et en plus de ça, on va être au cas par cas sur chaque installation. Mais ça veut dire que les installations actuelles amorties, là, celles qui, vous avez vu un peu les taux de rentabilité, celles-là, elles continuent à rapporter et à ne pas être réinvesties dans l'hydroélectricité. C'est quand même, on ne sait pas où est passé l'argent de l'hydroélectricité à EDF. Ça a été un secteur ultra lucratif. Bon, la Cour des comptes, par exemple, dit que ce qui coûte très cher aujourd'hui, c'est les investissements à l'international et notamment Hinkley Point. Donc, on peut penser que une partie de ces bénéfices, au lieu de permettre de réinvestir dans le parc, sont partis à financer ça, quoi. Et par contre, je suis preneuse, si tu as des choses un peu détaillées sur les CFD qui se montent, je suis preneuse du détail, quoi, hein. Et alors, en plus de ça, l'autre chose, c'est que c'est toujours d'une complexité invraisemblable. Donc, on passe un temps infini ils passent un temps infini dans les négociations pour mettre sur pied des montages financiers. Et pendant ce temps-là, on ne fait pas les investissements qu'il faut. Enfin, c'est vraiment pas du tout efficace. Quand on voit ce qui s'est passé sur le nucléaire, qui est pourtant beaucoup plus simple, hein. Je veux dire, le nucléaire, c'est quand même plus simple à gérer. On sait mieux prévoir la production, c'est pilotable, ça ne dépend pas de l'eau. Il n'y a pas. Il n'y a pas ces histoires de step avec des écarts de prix entre Pointe et Heure-Creuse. Depuis 2023, ils négocient le poste à Rennes. EDF s'est opposé au CFD et finalement a préféré vendre à prix de marché. Ils ont essayé de négocier des PPA, enfin des contrats avec des industriels. Ça a duré des années, des mois. Ça a coûté apparemment son poste à Lévy. Et bon, Jean-Bernard Lévy, pardon, je ne trouvais plus son prénom. Et au résultat, on a un système qui est complètement insatisfaisant. Donc moi, je crains quand même qu'on continue à aller là-dedans alors qu'on a besoin d'un système très efficace et qu'on a besoin de beaucoup d'investissements, donc de ne pas dilapider l'argent, quoi. Et ça, c'est vraiment un angle mort complet depuis le début, Mm. qui a l'air d'intéresser personne, quoi. Enfin, et puis bon, je vous dis, l'autre aspect qui est de se dire que l'État n'a plus les moyens d'imposer des investissements, moi, je ne sais pas, hein, je trouve que c'est quand même problématique. Et quand tout le débat a tourné autour du fait que non, c'était pas une privatisation parce que finalement la propriété n'est pas transférée aux exploitants, c'est-à-dire EDF et l'HM, mais que finalement c'est un droit réel. Le premier des droits réels, c'est le droit de propriété, hein. Je veux dire, c'est l'équivalent sur 70 ans, qu'en plus on est obligé de mettre à disposition par ces mécanismes de barrage virtuel une partie au privé, qu'en plus on a des co-investisseurs, voire des investisseurs complets, comme le disait Christelle, et que ça c'est poussé par Marie-Noëlle Battistel. Bon, si ça c'est pas de la privatisation, je ne sais pas ce que c'est, quoi. Alors après, je sais pas, je peux revenir un petit peu sur nous, ce qu'on envisageait enfin, pourquoi on pensait que la quasi-régie
c'était pas du tout Hercule, quoi, éventuellement. D'abord, la première des choses, c'est que, enfin, moi, en tout cas, à titre personnel, j'ai toujours considéré que tout n'était pas acheté dans Hercule. Quand Hercule est arrivé, on avait une situation où EDF était endetté, où c'était la cata, où on nous disait le statu quo n'est pas tenable. Enfin, on n'était pas dans une très bonne situation. Et quand on est sorti d'Hercule sans Hercule, on s'est tapé la crise énorme des factures, euh, sur lequel on n'a rien fait, quoi. C'est-à-dire qu'on a eu un modèle à la sortie, après avoir évité Hercule, qui était absolument pas satisfaisant, quoi. Et Hercule, c'était donc, on sauve le caractère public des barrages et du nucléaire en échange de la privatisation d'une autre partie d'EDF. Donc, et dans l'autre partie, il y avait la commercialisation, il y avait le renouvelable, il y avait Enedis éventuellement, il y avait les systèmes insulaires, donc c'est-à-dire des monopoles qui devenaient privés. Et donc, et la Commission européenne disait, mais c'est donnant-donnant. Si vous voulez sauver l'hydro, en gros, et le nucléaire, acceptez ça. Alors que là, on n'a que la bonne partie, en fait. Que la bonne partie, c'est-à-dire la partie publique, sans être obligé de mettre en concurrence une partie du privé. Et enfin, moi, je le dis souvent, hein, si le fait qu'il faille séparer l'hydroélectricité. Enfin, en fait, le problème de la quasi-régie, c'est que comme c'est un monopole public, il y a un principe de spécialité qui s'applique à tout monopole public, qui s'appliquait à EDF avant, qui s'applique au réseau aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas le droit de faire des activités en dehors du domaine du monopole public pour éviter les subventions croisées. Mais moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut défendre, ça. C'est-à-dire que ça nous éviterait que les rentes, que les revenus de l'hydraulique partent ailleurs et ne soient pas contrôlés. Et franchement, sur les aspects techniques, on peut gérer, on sait gérer. Il n'y a rien dans la loi qui interdit à deux producteurs de se coordonner finement. Il n'y a rien dans la loi qui interdit à l'ingénierie de se faire entre deux entreprises, surtout si elles sont publiques. Enfin, nous, à la R&D, on travaille pour Enedis. On a plus de difficultés avec RTE parce qu'on est dans une position très particulière par rapport à RTE, parce que nos parcs de production sont sur le réseau RTE, et donc RTE doit être hyper précautionneux pour ne pas favoriser EDF, par exemple, sur les marchés très court terme d'ajustement qu'il gère lui-même ou sur la priorité de connexion au réseau. Mais ça ne serait pas le cas avec la quasi-régie. Je veux dire, il n'y aurait pas de risque que la quasi-régie favorise le nucléaire plutôt qu'un autre parc. Ça n'a pas de sens. Donc, on serait beaucoup plus dans la situation d'Enedis, et même presque encore mieux, je pense, quoi. Et moi, je pense quand même que depuis longtemps, comment dire, le fait de vouloir défendre EDF coûte que coûte, tel qu'il est aujourd'hui, sans se rendre compte de comment s'est transformée l'entreprise, ça nous empêche de reconstruire un service public, en fait. Parce que si déjà on sauvait l'hydraulique, le nucléaire, bon, pour l'instant, personne n'en veut trop. Enfin, alors, il y a le problème avec les SMR, mais sur le parc nucléaire, il n'y a pas trop de risques qui partent vers le privé. De toute façon, le renouvelable, c'est pas tellement EDF qui l'a. Le réseau, il est en monopole. Bon, ça ferait déjà une belle base pour reconstruire pour aller vers plus de public, quoi, vers du 100% public. Alors que là, on veut défendre une entreprise qui fait une grande partie de son chiffre d'affaires à l'international, qui fait une partie sur des services qui ne sont pas la cible du monopole public qu'on cherche, c'est-à-dire production, acheminement et fourniture d'électricité en France. On a une entreprise qui fête ses 80 ans en proposant de gagner un an de facture à ceux, enfin, de participer à un jeu pour gagner un an de facture à ceux qui prendraient une offre de marché, c'est-à-dire qu'en fait, ils poussent tous leurs clients, et depuis longtemps, à prendre des offres de marché plutôt que du tarif réglementé de vente. Ils oublient de dire qu'il y a un tarif réglementé de vente quand les gens emménagent et prennent un nouveau contrat. Ils poussent des offres d'autoconsommation avec batterie, ce qui est contraire à l'intérêt général, au principe de mutualisation des coûts et d'équilibre global du système électrique. Donc, ils se sont battus complètement contre l'encadrement des prix du nucléaire. Ça, c'est aussi contraire à l'intérêt général. Qu'est-ce qu'ils font? Donc, oui, la politique internationale, donc elle est vraiment problématique. Et puis, sur l'hydro, ils ont complètement poussé dans le mauvais sens, quoi. Donc, je pense qu'il faut prendre conscience du fait qu'il faut défendre évidemment l'activité d'EDF, évidemment les salariés, mais pas l'entreprise telle qu'elle est aujourd'hui.
Et là, on a sacrifié la possibilité d'avoir un monopole pour garder le périmètre d'EDF et au passage d'Engie, quoi. Donc là, je pense qu'il voilà, je sais que je sais que c'est compliqué, mais j'en ai discuté avec des collègues aussi un peu de faire le deuil de ce qu'était EDF. Mais je pense qu'il faut le faire si on veut arriver à remettre sur pied un système électrique, un service public, quoi. En fait, c'est là qu'on fait la différence avec les autres syndicats, hein. Moi, j'étais à la CGT jusqu'à il y a peu, et en fait, les arguments quand on parle de quasi-régie ou d'autorisation, c'est la défense de l'entreprise enfin, de l'entreprise EDF. Mais l'entreprise aujourd'hui, ce que j'essaye de leur dire, c'est que l'entreprise aujourd'hui, c'est une entreprise qui essaye de casser notre. Pardon, j'avais réservé la salle. Ouais, mais je finis à 14h, donc si vous avez réservé. Bah, j'arrive 5 minutes. Merci. Ouais, j'arrive dans 5 minutes, c'est bon? Ouais, merci. Bon, bah, je vais devoir finir. Oui, qu'est-ce que je disais? Oui, parce que aujourd'hui, en fait, pour l'ingénierie hydraulique, on a créé une filiale, hein, pour faire de la concurrence. Alors, on disait qu'on allait s'occuper juste de la petite hydro, et puis Hydrostadium, petit à petit, prend de plus en plus de secteurs sur de la grande hydro. Donc, en fait, on est en train déjà de démanteler notre entreprise à l'intérieur, et de passer en quasi-régie, ça permettait comment dire, de garantir une entité publique, et du coup de sauvegarder un petit peu ce secteur. Et puis sur l'international, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, nos heures, elles sont complètement prises par l'international, et on sait qu'on ne va pas réussir à prendre en charge les heures qu'il y a sur les études réglementaires pour nos ouvrages, les travaux, parce que nos études réglementaires, elles ont conclu à la nécessité de faire des travaux de maintenance pour garantir la sûreté des personnes. Et en fait, Sud, c'est ce que défend Sud, hein, c'est l'intérêt général des citoyens, là où les autres syndicats disent défendre l'intérêt des salariés, mais les salariés, à quelle échéance et dans quelles conditions, quoi. Je quitte le micro, je vais me mettre dans une bulle pour libérer la salle. Oui, de toute façon, je pense on va bientôt Ouais, pour conclure, bien sûr. finir. Mais juste, Je effectivement, m'en moi, vais quand même pour. honnêtement, vu des salariés, bon, vu de l'intérêt général, pour moi, il n'y a pas photo sur le fait que ça aurait été bien plus sécurisant et bien plus efficace d'avoir une quasi-régie. Mais vu des salariés aussi, c'est-à-dire des salariés, ils auraient travaillé pour une entreprise publique dans l'intérêt général avec une garantie de pérennité et l'ensemble du parc hydraulique. Enfin. Je vois pas comment on peut dire que c'est mieux pour eux de rester dans l'entreprise. Ils auraient gardé le statut, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc je vois pas comment on peut dire que ça les a protégés de prendre cette option plutôt, quoi. Donc je sais pas si. Est-ce que vous avez une ou deux questions pour finir? J'ai vu qu'il y avait des remarques dans le. Merci, hein, pour tous ceux qui ont mis des infos. Là, je vais regarder attentivement. Et notamment, il y a des noms, il y a des éléments effectivement, sur le prix de rachat qui dépend des prix de marché futurs d'électricité. Donc ça, je vous dis pas comment ça va être compliqué à estimer. Est-ce que vous avez une dernière question, une dernière remarque avant qu'on clôture la réunion? Sinon, nous, on vous incite à partager un peu toutes les infos que vous avez, parce que bon, là, on est parti pour l'autorisation, mais c'est jamais définitif, hein. Ce que fait une autre loi peut la défaire. Et je pense qu'il faut être particulièrement vigilant sur effectivement, ce que disait Christelle, les risques de prix. Si on voit qu'il y a des problèmes, de la privatisation, des investissements qui ne sont pas faits, éventuellement des problèmes par rapport à l'environnement, la mise en difficulté financière d'EDF, etc. Il faut nous le remonter pour qu'on puisse un peu porter ça auprès des élus, pour un peu recadrer les choses et essayer de sortir de là le moins mal possible, quoi.
Bon, ben si vous n'avez plus de questions, on va s'arrêter là. Vous pouvez aussi regarder dans le chat là, toutes les infos qui ont été données. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci, Bon Yann. après-midi. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Bon, je te laisse, Anne, je vais enchaîner.